Mesdames et messieurs, ce soir nous nous penchons sur un sujet qui suscite de vives discussions depuis un moment, la persistance des appels à la relecture du code électoral. Alors que les élections générales de 2026 approchent, la nécessité d'une réforme du code législatif devient de plus en plus pressante. Les récentes mobilisations de la société civile et les séminaires tenus par des leaders communautaires mettent en lumière des préoccupations sur certaines dispositions du code actuel jugées susceptibles de créer des tensions. Nous en discutons sur ce plateau de l'invité du soir avec l'analyste politique Antoine Adougotou, ici présent. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Alors, pourquoi cette persistance à la relecture du code électoral? Très belle question. Il y a effectivement une persistance à la relecture du code électoral. Je crois que cette persistance, je le comprends d'abord par la nature de cette loi elle-même. Parce que le code électoral, certes c'est une loi, mais elle a cette spécificité d'organiser la compétition électorale. Donc, de définir les enjeux à venir par rapport aux élections, notamment en ce qui concerne le mode de scrutin. C'est-à-dire, on va aux élections, les populations vont voter, mais c'est le code qui définit comment les sièges seront attribués. À partir de ce moment, ça devient un document sur lequel les acteurs politiques sont très regardants. C'est ça qui fait que chacun, après certainement le vote du code électoral, se met sous son prisme pour voir les chances que les uns et les autres ont par rapport à ce code. Et certainement, ceux qui ont voté, ceux qui sont majoritaires et qui ont voté, certainement ont utilisé leur majorité pour se donner toutes les chances de leur côté. Et ceux qui sont minoritaires, visiblement, voient que ça ne les arrange pas. Donc, à partir de ce moment, les contestations, les récriminations, à ma foi, sont certainement normales, parce que chacun défend sa paroisse. Les lois électorales, ce n'est pas propre au Bénin et que cela suscite des controverses. Monsieur Alexis Tocqueville va dire que les lois électorales sont les plus controversées du monde. Ça veut dire que le phénomène a été observé un peu partout dans le monde, que dès qu'il s'agit des lois électorales, les controverses sont toujours là parce que, comme je viens de vous le dire, chacun essaye d'évaluer ses chances par rapport à ces tests. Vous voyez au Togo tout près, lors de la révision constitutionnelle, où le Togo, bien sûr, a quitté un régime présidentiel où le suffrage est universel direct et a basculé dans un régime parlementaire où désormais ce sont les députés qui vont élire leur président. Il y a eu des remue-ménages là-bas, puisque les autres, surtout l'opposition, a compris que désormais ces marges de manœuvre sont restreints parce que c'est le Parlement qui va désigner le chef de l'État. D'accord? Donc, un peu partout, lorsqu'il y a ces lois, il y a toujours des controverses. Donc, moi, je pense que le premier élément, c'est ceux qui crient, c'est surtout par rapport aux difficultés qu'ils éprouveront à l'avenir par rapport à ces tests qu'ils sont en train de crier. Chacun tirera de son côté. Même si on doit faire la relecture aujourd'hui, ceux qui crient, c'est certainement qu'ils veulent faire en sorte que on vote pour amener les tests à un niveau qu'ils jugent appréciable, qui leur est favorable. Et au moment où on va le faire, certainement il y aura d'autres qui vont voir que non, tel que ça ne les arrange pas. Donc, le débat aujourd'hui, il faut comprendre que
les acteurs politiques sont très intéressés par ce test et chacun, compte tenu des intérêts qu'il estime à l'avenir par rapport à ces élections, chacun formule ses critiques. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a en dehors des acteurs politiques, comme vous l'avez dit dans votre introduction liminaire, il y a l'Église catholique, il y a la société civile, tous ceux-là qui ne sont pas visiblement des acteurs politiques, qui critiquent ou bien qui souhaitent aussi la relecture. Je crois que sur ce pan-là, je vais vous répondre d'abord en tant qu'un acteur politique qui connaît un peu le jeu politique pour vous dire que c'est vrai que ces structures apparemment présentent une certaine neutralité dans le débat politique, mais dans la réalité, dans la pratique, ils ne sont pas aussi neutres. Des fois, ils sont instrumentalisés par les hommes politiques. Si bien que leurs positions peuvent être parfois des positions politiques et nous ferons la lecture que c'est des hommes, ils sont de la société civile. Ça, c'est un premier aspect. Bon, à supposer même qu'ils sont dans une certaine neutralité, je considère que, bon, ils font la lettre, ils donnent la lettre, pour que, comme les gens estiment que ça pointe à l'horizon une crise, que l'on fasse bien les choses pour tendre vers la paix. Donc sur ce volet, je pense qu'ils sont dans leur rôle. L'Église catholique est dans son rôle, la société civile est dans son rôle. Seulement que, pour le moment, on n'est pas arrivé à trouver le consensus autour de ces tests pour faire la relecture, parce que pour faire la relecture, il y aura toujours une procédure législative. C'est une procédure qui a conduit au vote de la loi. Pour l'amender, le relire, il y a toujours une procédure législative. Et sans le consensus, on ne peut pas le faire. Je terminerai en disant que la CEDEAO, dans son protocole additionnel, a estimé que on ne peut pas toucher les lois électorales 6 mois avant les élections. Pourquoi la CEDEAO a fait ça? C'est parce que toutes les crises post-électorales ou bien même avant les élections que la CEDEAO a gérées dans son espace politique, la CEDEAO a compris que ce qui chauffe le plus, ce qui chauffe le plus, ce qui fait bouger le plus, c'est ces lois électorales. Ça veut dire que le problème, il est sous-régional, il est mondial. Donc, c'est pourquoi la CEDEAO a dit que, bon, avant 6 mois, il ne faut pas toucher les lois électorales. Ça veut dire que si un consensus doit être retrouvé, il faut qu'on le retrouve vite. Si quelque chose il y a à faire, il faut le faire vite. Mais moi, personnellement, je pense que ça va être très difficile. Parce que ce sont des rapports de force au Parlement qui se sont exprimés à travers la loi. Le code électoral que vous voyez, c'est vrai, ce n'est pas un papier. On pense que c'est un papier, non. C'est une force politique qui est derrière. Parce que pour voter la loi, comme je vous l'ai dit, il faut, soit c'est une proposition de loi qui vient d'un parlementaire, ou bien c'est un projet de loi qui vient du gouvernement. Ça veut dire que la première force, on a déjà le Parlement ou bien le gouvernement qui est en jeu. Ça va passer par le filtre de la commission des lois, où il y a des hommes politiques. Ça quitte là, c'est programmé par le président de l'Assemblée nationale, et ça vient en plénière, et à la plénière, on fait un débat général et on vote. Donc, regardez tout ce qu'il y a comme force qu'il faut encore démobiliser pour en arriver à la relecture. C'est pourquoi la question de la relecture ne saurait être une question aussi facile. Mais quelles sont les dispositions du code électoral qui dérangent les acteurs de la société civile? Si vous pouvez nous éclairer. Bon, les dispositions qui dérangent les acteurs de la société civile. Bon, moi, je dirais les dispositions qui dérangent la position. Bien sûr. Et qui sont reprises par la société civile
D'accord? Puisque cette liaison, je le fais parce que je vous ai dit que cette société civile que vous voyez peut tantôt être manipulée par les hommes politiques et tantôt être dans son vrai rôle. Puisque c'est pourquoi je fais la liaison. Les deux disent la même chose. C'est surtout par rapport au mode de scrutin, surtout en ce qui concerne les nouveaux seuils. Les nouveaux seuils. Par le passé, pour être éligible à l'attribution des sièges dans les circonscriptions électorales, le parti est censé avoir d'abord 10% au plan national. Ça, c'est ce qu'on a vécu par le passé. Aujourd'hui, le législateur est allé plus loin en disant non seulement il faut avoir les 10% au plan national, mais il faut regrouper, il faut avoir au moins 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et ce n'est qu'à ce seul prix que vous pouvez prétendre lever des sièges. C'est vrai, ça a été atténué par ce que nous appelons l'accord de gouvernance, c'est-à-dire avant, c'est pour dire que le législateur, même étant conscient que avoir les 20% passe dans toutes les circonscriptions électorales paraît un peu difficile, le législateur même en anticipe pour atténuer, en disant que, bon, si vous pouvez faire des accords de gouvernance avant de déposer vos dossiers à la Sénat, des partis politiques peuvent s'entendre dans un accord de gouvernance, d'accord, pour dire que, bon, nous, 1, 2, 3, 4 partis, nous sommes en accord de gouvernance. Si vous faites ça, ça veut dire que quand on arrive dans une circonscription électorale, on peut faire l'addition de vos voix pour voir si ça peut atteindre les 20%. Mais une condition difficile, c'est que chacun des partis à cet accord devait au préalable avoir 10% au plan national. Donc, je pense que c'est sur ces grands sujets que ça chauffe. En ce qui concerne les élections présidentielles, il faut avoir désormais 15% de l'ensemble des parrains, c'est-à-dire 109 députés plus 77 maires, ce qui fait environ 28 parrains, et il faut les avoir dans au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Donc, avouons que c'est un peu difficile effectivement de remplir ces conditions, mais la loi, si elle est douce, elle est pour tout le monde. Si elle est dure pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les partis vont à la compétition par rapport aux mêmes tests. C'est pourquoi je crois que le problème, une chose est de demander la relecture, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile de trouver les conditions réunies pour faire la relecture. Il faut en même temps commencer par travailler sur le terrain. Parce que l'exclusion dont on parle, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Hein. Parce que si on va aux élections et tout le monde vote pour les démocrates, c'est-à-dire tout le pays vote pour les démocrates, ça veut dire que les démocrates vont lever tous les sièges. Et là, est-ce que c'est le BDP qui sont exclus? Ça veut dire que l'exclusion dont on parle aussi, c'est une vue de l'esprit. Ce sont les électeurs, en fait, qui vont exclure. Parce que quel que soit le test, si on va devant les électeurs et que les électeurs votent, par exemple, pour l'opposition, c'est que l'opposition profite des tests pour enlever tous les sièges. Voilà. Si cette relecture s'avère être un échec, quelles seront les conséquences? Bon, quelles seront les conséquences? C'est une très belle question. Et je pense que là, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Je parle en me référant au passé. Parce que là, si on ne sait pas faire, c'est des crises. Ce sont des crises qui pointent à l'horizon. Et il faut les éviter à tout prix. Je me rappelle du cas du certificat de conformité qui a fait que la quasi-totalité des partis étaient éliminés pour aller aux élections législatives de 2019. Et dans ces critiques-là, les événements malheureux
du 1er 2 mai se sont survenus, où on a connu des cas de perte de vie humaine. Je ne le souhaite pas encore pour nous, parce que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Si nous avons opté pour la démocratie, ça veut dire que nous avons choisi que c'est la loi de la majorité qui passe. Et si la majorité a voté un test au Parlement qui a subi le contrôle de constitutionnalité, qui a été promulgué par le chef de l'État, cette loi sera exécutée comme loi de l'État. Si nous faisons des appels à la relecture et que on a tout fait et on n'est pas arrivé à faire la relecture, c'est que chacun doit pouvoir s'en tenir à ce qui est là. Vouloir faire le contraire, c'est qu'on va faire les élections, la Sénat va donner les résultats en fonction des tests qu'on lui a proposés, puisque je rappelle au passage que ce n'est pas la Sénat qui fait les tests. Le rôle de la Sénat, ce n'est pas de savoir si c'est un bon code électoral qui est devant lui, ou bien si c'est un mauvais code électoral qui est devant lui. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, ça c'est le rôle des acteurs politiques qui ont fini par voter leur loi. On amène devant la Sénat. La Sénat, à la phase d'application, la Sénat applique les tests tels que c'est. Donc ce n'est pas le rôle de la Sénat. Donc la Sénat va donner les résultats en tenant compte des tests qu'il a devant lui. Et en bon démocrate, chacun devait pouvoir s'y résigner. Et puis on finit les élections dans la paix. Mais quand ceux qui disent aujourd'hui qu'on doit relire, que ce sont des tests chrysogènes, certainement c'est eux qui annoncent la crise. Et quand on ne va pas relire et que les résultats seront sortis ainsi, plaise à Dieu, je leur prie de pouvoir s'en tenir à la démocratie et de ne pas conduire le pays encore une fois dans le gouffre, comme les événements du 1er mai et du 2e mai. Et quand ça arrive, on commence par dire que oui, c'est les tests. Nous avons déjà annoncé ça. On a dit que c'est chrysogène. Non, le texte même ne parle pas. Non. Ce sont les hommes qui se meuvent, c'est eux qui parlent à la place des tests et qui amènent la crise. Ça veut dire que si les hommes comprennent qu'on est en démocratie et qu'il y a une majorité qui a voté une loi, et que bon, on a tenté de relire, on a tout fait, on n'a pas pu, et que c'est ça qui a fait qu'on a fait les élections, on a donné les résultats. Si chacun s'en tient à ça là, c'est qu'il n'y a pas de crise. On continue dans la paix. Je vais vous donner un exemple, disons, très illustratif, puisque nous avons fait beaucoup de parcours dans cette classe politique-là. En 2010, nous, on était dans l'opposition. Moi, j'étais dans l'Union fait la Nation. Et, bon, on a dit qu'il faut faire les élections avec la LEPI. Alors que les conditions pour faire la LEPI et faire une bonne LEPI là, ne sont pas réunies. Alors que les présidentielles sont pour 2011. Bah, on est là et on a dit, bon, c'est avec la LEPI qu'on va faire les élections. Et bon, c'est allé dans tous les sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition était majoritaire au Parlement. C'est-à-dire c'est le contraire de ce que nous avons ici maintenant. C'est-à-dire l'opposition était majoritaire. Au Parlement. Et l'opposition, pour empêcher que l'on utilise la LEPI fait au forceps là, a voté une loi d'abrogation du RENA. Le RENA, c'est une loi, la loi sur le recensement national approfondi. En fait, c'est cette loi qui sert de socle à l'élaboration de la LEPI. Donc, l'opposition étant majoritaire au Parlement a voté une loi d'abrogation pour empêcher qu'on fasse la LEPI. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La loi est allée à la Cour constitutionnelle et la Cour a déclaré contraire à la Constitution la loi d'abrogation, pour estimer que non, que la LEPI c'est une avancée, tout ça là, et la Cour a tout fait
a réuni des arguments de gauche à droite en rendant une décision de 46 pages. Je précise le nom de page parce que les arguments étaient cherchés un peu partout, dans tout ça là. Pour abroger la loi, pour dire non, qu'on ne peut pas abroger la loi, qu'on doit utiliser la LEPI, que la LEPI est un instrument d'évolution et que le législateur a abusé de son pouvoir législatif parce qu'on est dans un progrès et il ne peut pas utiliser leur majorité pour dire qu'il faut reculer. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai dit, la démocratie, ce sont les règles préétablies. Nous avons dit que dès qu'une loi est jugée anticonstitutionnelle, on ne peut plus l'appliquer. Donc l'opposition a été obligée de subir la LEPI Bako-Baklé qu'on a fait dans le temps. Et ça a servi de faire le chaos. Parce qu'on sait que c'est avec cette LEPI là qu'on pouvait faire le chaos. Mais dites-vous que la Cour constitutionnelle qui a dit que la LEPI c'est tout ça là, la Cour n'a pas été capable de donner le nombre d'inscrits. Allez prendre la décision qui a consacré le chaos de 2011 là. Allez voir. La Cour n'a pas été capable de dire le nombre d'inscrits. Voilà un document, une LEPI que la Cour même a dit que oui, c'est évolution, évolution, évolution. La Cour même n'a pas été capable de dire le nombre d'inscrits. Allez prendre la décision. Moi-même, j'étais superviseur dans ma zone. C'est le jour du vote même qu'on a amené un cahier où on inscrivait encore des gens. Donc ça s'est fait dans le désordre. Mais on a prononcé le chaos. C'est parce que ceux qui sont de l'autre côté là, les Amoussou Bruno, Rumbéji, les Soglo, tous ceux qui sont réunis dans l'Union de la Nation là, c'est parce qu'ils ont estimé que c'est la démocratie. Tout s'est passé, on ne peut rien. Parce que les institutions ont joué leur rôle et que chacun s'est tu qu'on n'a pas eu de guerre, qu'on n'a pas eu des événements du 1er mai, du 2 mai. Ça veut dire que ceux qui parlent aujourd'hui, je les invite aussi à ce respect de la démocratie. Ils demandent la relecture, c'est bien, je le souhaite. Mais en cas où on ne l'aurait pas, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que chacun respecte les règles. On y va. Le Bénin ne veut pas s'arrêter, non? C'est ça. Ça veut dire qu'après 2026, il y aura le Bénin. Ils auront encore leur chance. Donc, vraiment, en cas où il n'y aurait pas de relecture, qu'on aurait tenté dans tous les sens, et qu'on n'aurait pas pu, que chacun s'en tienne aux règles préétablies et que nous travaillons pour vraiment la paix. Ça, c'est mon souhait. Pour finir, comment la société civile peut contribuer à faire avancer positivement les débats en ce qui concerne la relecture du code électoral? Bon, moi, d'abord la société civile doit comprendre que elle doit pouvoir être neutre. Puisqu'on se connaît. Oui. C'est quand elle est neutre, quand elle parle, on peut l'écouter. Mais si la société civile est dans les couloirs politiques et que nous avons les informations que peut-être qu'ils sont en train de travailler pour un groupe sous le couvert de société civile, la médiation sera très difficile. D'abord, donc, il faut que cette société civile soit neutre, qu'elle comprenne que ce sont des enjeux pour les hommes politiques et que il faut vraiment avoir le langage qu'il faut, qui ne sert à rien de vitrifier ceux qui sont majoritaires et qui ont voté leur loi, puisque quand quelqu'un est majoritaire, il va utiliser sa majorité. Ce n'est pas au Bénin seul. Aucune loi n'est parfaite. Hein. Quand on fait les lois, bon, quelqu'un va voir que ça l'arrange, ça ne l'arrange pas. L'Église catholique a joué son rôle. L'Église est dans son rôle de paix. Mais n'allez pas me dire que dans l'Église catholique, qu'il n'y a pas de prêtres qui veulent être pape. Il y a des évêques qui veulent être pape. Mais comme les textes disent qu'il faut être d'abord cardinal avant de prétendre être candidat, et qu'il y a plus de 80 ans, vous n'êtes pas éligible, c'est comme ça se passe. Il y a des prêtres qui sont compétents, ils sont tout, mais les textes ne les autorisent pas. Est-ce que les acteurs politiques vont se lever pour dire que non, tel qu'on est en train de choisir le pape, là, c'est exclusif?
Parce qu'il y a des évêques qui sont plus forts que des cardinaux. Et pourquoi on dit que c'est seulement les cardinaux? Si on disait à la ils vont accepter. Ils ne peuvent pas accepter. C'est comme ça aussi les acteurs politiques ne peuvent pas facilement céder à leur pression. Mais il faille que vraiment ils fassent une très bonne médiation et surtout dans la neutralité. Parce que les hommes politiques, nous avons les informations. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du soir, l'analyste politique Antoine Adoukonou, qui nous a éclairé sur les raisons de la persistance à la relecture du code électoral. C'était un plaisir de partager cette thématique avec lui. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'invité du soir.